Imaginons un homme politique traité de « traître » depuis plus de 3 siècles, insulté à l'église et décrié dans les manuels scolaires. De qui s'agit-il? D'Ivan Mazepa, bien sûr. Mais connaissons-nous la véritable histoire, ou seulement celle que l'Empire nous sert depuis des décennies? Ce mythe lucratif du « traître » n'a-t-il pas été créé uniquement pour dissimuler la terrible et gênante vérité sur les agissements du tsar de Moscou? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette vérité. Nous allons démontrer que Mazepa n'était pas un traître impulsif, mais un homme d'État européen clairvoyant qui a fait le seul choix possible pour sauver son pays. Alors, qui était le véritable traître dans cette histoire? L'Hetman qui s'est battu pour son peuple ou le tsar qui a violé tous les accords? Accrochez-vous, ça va être passionnant et véridique. Avant de porter des jugements hâtifs, apprenons à mieux nous connaître. Ivan Mazepa n'est pas qu'un personnage armé d'un peigne et d'un sabre, comme la propagande soviétique s'obstinait à le dépeindre, le transformant en caricature de traître. C'était un véritable intellectuel et aristocrate culturel européen de son temps, un homme d'une érudition exceptionnelle, dont on pouvait compter le nombre sur les doigts d'une main, même parmi les monarques occidentaux. Sa biographie se lit comme un roman d'aventure digne d'un film, riche en intrigues politiques, en histoires d'amour et en incessants allers-retours entre l'Orient et l'Occident. Né dans une famille noble de la région de Kiev, à la ferme Maspintsy, vers 1639, il reçut une brillante éducation, débutant à la célèbre académie Kiev-Mohyla. Ce n'était que le début. Mazepa ne s'arrêta pas là. Il partit ensuite se perfectionner à l'étranger, où il passa plusieurs années dans les cours royales. Imaginez, il appartenait à l'élite européenne, vivait et servait à la cour de la puissante République des deux nations, Pologne et Lituanie, séjournait en Allemagne, en France et en Italie, s'imprégnant de savoir et d'étiquette comme une éponge. Il parlait non pas deux langues, mais plusieurs, le polonais, le latin, l'allemand et probablement le français, excellait en histoire, en art et en philosophie, et écrivait même de la poésie. Courtisan et diplomate expérimenté, il était aussi un cavalier hors pair, dont l'habileté devint légendaire. Tout cela faisait de lui un homme de l'Ouest, élevé dans les traditions de l'élite politique et culturelle européenne, et non dans les marécages autocratiques et féodaux du royaume de Moscou. L'ère qui porte son nom. Mais son identité européenne se manifesta pleinement lorsqu'il devint hetman en 1687. Mazepa l'avait compris. La force d'un État ne repose pas uniquement sur son armée, mais aussi sur sa culture, qui est son image auprès du monde. C'est sous son règne que l'art et l'architecture ukrainiens connurent leur apogée, un style alliant tradition populaire ukrainienne et exigences européennes élevées, que l'on appelle aujourd'hui, à juste titre, le baroque de Mazepa. Admirez ces édifices. Majestueux et harmonieux, ils rivalisent sans conteste avec les plus beaux exemples architecturaux de Prague ou de Vienne de l'époque, démontrant ainsi que nous sommes en Europe et non en Asie. Mazepa devint le plus grand mécène de l'Église et de l'éducation ukrainienne que l'Hetmanat ait connu au XVIIe et XVIIIe siècle. Il ne se contenta pas de donner de l'argent. Il investit dans la mémoire nationale, consacrant des sommes considérables à la restauration et à la construction de sanctuaires. Grâce à sa générosité et à sa clairvoyance, des joyaux tels que la cathédrale de l'Assomption dans la lore des grottes de Kiev furent construits ou profondément rénovés. La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, à laquelle il rendit toute sa splendeur. La cathédrale militaire Saint-Nicolas, symbole de la gloire cosaque. Plusieurs églises à Tchernihiv, Baturin et Priluki. Il soutint activement les imprimeries, les écoles et les universités, notamment à Tchernihiv et Pereyaslav, étendant ainsi le réseau éducatif à travers tout l'Hetmanat. Mazepa investit tant d'argent et tant de volonté politique dans le développement des institutions et de la culture ukrainienne que son époque, à juste titre, entrait dans l'histoire comme l'âge d'or de l'Hetmanat. Pour lui, l'Hetmanat faisait partie intégrante de l'Europe, un État civilisé, et non une simple annexe de l'Empire d'Orient en pleine expansion. Pragmatisme politique, pourquoi l'union? Nous en arrivons ici à la question la plus importante et la plus paradoxale. Comment un homme aussi brillant, formé en Europe et tourné vers l'Occident, a-t-il pu être l'allié du tsar de Moscou pendant 21 ans? La réponse réside dans la réalité géopolitique cruelle et sanglante de la fin du XVIIe siècle. Lorsque Mazepa accéda au pouvoir, l'Ukraine était déchirée, ravagée par les guerres et les schismes, et avait un besoin urgent d'une protection militaire puissante. D'un côté, la République des deux nations, Pologne-Lituanie, cherchait sans cesse à restituer les terres cosaques sans reconnaître leur indépendance. De l'autre, au sud, l'Empire ottoman et son allié, le Khanat de Crimée, la menaçaient constamment, presque chaque année, en menant régulièrement des raids destructeurs et dévastateurs.
Dans ce contexte de guerre totale qui durait depuis des décennies, Mazeppa choisit le moindre mal, une alliance avec le tsar de Moscou, alors encore assez faible et préoccupé par ses problèmes internes. L'Hetman s'attendait à ce que cette union soit temporaire, profitable et surtout contractuelle, fondée sur une autonomie garantie, clairement stipulée dans les articles de Kolomatsky de 1687. Il comprenait mieux que quiconque que la tradition étatique ukrainienne, basée sur l'élection du pouvoir et des principes juridiques, Koukou, République cosaque, était totalement étrangère, voire hostile, au modèle absolutiste de Moscou, où le tsar était obéi sans discussion, comme un maître. Il s'accrocha à cette union forcée, croyant pouvoir préserver l'identité ukrainienne, ses droits et l'État sous l'égide de l'armée moscovite. Mais ce pragmatisme était-il justifié? Et à quel moment ce traité d'amitié, conclu par nécessité de survie, s'est-il transformé en un piège mortel pour l'ensemble de l'Hetmanat? Nous reparlerons de cela plus tard, lorsque la botte de Moscou a commencé non pas à protéger, mais à piétiner sans ménagement l'autonomie ukrainienne. Nous avons déjà constaté qu'Ivan Mazeppa n'était ni un romantique ni un rêveur, mais un pragmatique homme d'État. Il conclut un accord avec le royaume de Moscou, espérant bâtir une union égalitaire, mutuellement avantageuse et souveraine. Mazeppa voyait en Moscou un allié avec lequel il pourrait renforcer la défense des frontières méridionales et assurer le développement de l'Hetmanat. Mais ses espoirs se brisèrent rapidement face aux ambitions du jeune et autoritaire tsar Pierre le Grand. Pierre n'entendait pas être un partenaire, il voulait être le seul maître. Pour Mazeppa, le traité était le fondement du respect et des droits mutuels. Pour Pierre, ce n'était qu'une formalité, un prétexte pour l'absorption systématique des riches terres ukrainiennes. Les premières fissures, le début de l'annexion rampante. Le tsar n'attaqua pas immédiatement. Il commença à agir lentement et méthodiquement, utilisant des tactiques impériales classiques que l'on qualifierait aujourd'hui des annexions rampantes. Dès les premières années de son règne, il ignora ostensiblement les articles de Mars qui garantissaient à l'Ukraine une large autonomie, sa propre armée et l'élection obligatoire d'un hetman. Ce document avait la force d'un traité inviolable entre les deux États. Mais pour Pierre le Grand, ce n'était qu'un bout de papier sans valeur réelle. L'invasion des garnisons, les premiers stades de l'occupation. Les violations commencèrent avec l'apparition des troupes moscovites dans des villes ukrainiennes clés, Kiev, Tchernihiv et Pereyaslav. Ces garnisons ne cessèrent de croître, se transformant en une véritable force d'occupation. Et ce, malgré le fait que de telles actions contredisaient ouvertement les accords de 1687. Les voïvodes, gouverneurs royaux, se comportaient dans l'Hetmanat en maîtres absolus. Ils s'immisçaient dans les tribunaux, la collecte des impôts, les affaires économiques, et se livraient à des violences, des pillages et des humiliations pures et simples à la population locale. Les officiers cosaques protestèrent à maintes reprises et Mazeppa fut contraint d'écrire des lettres indignées au tsar, qui restèrent sans réponse ou ne reçurent que des réponses glaciales. Pillage, des finances, l'Hetmanat, bailleur de fonds de l'Empire. L'autonomie financière de l'Ukraine fut également progressivement anéantie. Moscou commença à exiger des sommes toujours plus importantes pour ses guerres, puis imposa son contrôle sur le commerce, les droits de douane et les secteurs les plus lucratifs de l'économie de l'Hetmanat. La riche terre ukrainienne, qui aurait pu être une alliée, se transforma en une source intarissable de ressources. Il en résulta un terrible appauvrissement du peuple. Les gens travaillaient plus, recevaient moins, et le trésor public était rempli pour les besoins d'autrui, non pour les leurs. L'Hetmanat paya Moscou non seulement avec de l'argent, mais aussi avec du sang. Exploitation sanglante, les Cosaques, chair à canon de l'Empire. Le coup le plus dur fut porté à l'armée ukrainienne. Les régiments cosaques, créés pour protéger leur patrie, devinrent un instrument de négociation dans les guerres étrangères. Au lieu de protéger le sud des attaques tatares et turques, les Cosaques furent contraints de parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres jusqu'à la Baltique, à Azov, en Finlande. Les commandants russes utilisèrent les Ukrainiens comme première ligne de défense, n'encaissant que des pertes minimales. Les intérêts étrangers furent payés au prix de vie ukrainienne. Construire sur des ossements. Plus terrible encore fut le travail forcé. Des milliers de Cosaques périrent non pas sur le champ de bataille, mais dans un labeur exténuant à la construction de forteresses, de routes et bien sûr de la nouvelle capitale de l'Empire, Saint-Pétersbourg, bâtie sur des marécages, entre mort et froid. Ils furent fauchés non par les balles, mais par la faim, la maladie et des conditions inhumaines. Les contremaîtres cosaques écrivirent à Mazeppa, désespérés. Nos régiments fondent à l'étranger, et chez nous, nous restons sans défense.
Le moment de vérité, le piège mortel de 1708. Le point culminant fut atteint lors de la guerre du Nord contre le roi Charles XII. Lorsque les troupes suédoises approchèrent des terres ukrainiennes, Mazepa se tourna vers le tsar avec la seule requête légitime: protéger la population ukrainienne. Un refus perfide. Pierre refusa. Il justifia son refus en disant qu'il était occupé par d'autres affaires de l'Empire, mais la véritable raison était tout autre. L'Ukraine était délibérément laissée sans défense, utilisée comme zone tampon, comme un lieu sans pitié. Il ne s'agissait pas d'indifférence, mais d'une stratégie consciente. Un plan secret pour liquider l'Hetmanat. Le coup de grâce fut la réception par Mazepa d'informations fiables. Dès la défaite de la Suède, Pierre prévoyait d'abolir définitivement tous les droits et l'autonomie ukrainiens. L'Hetmanat devait être transformé en une simple province moscovite, avec un gouverneur russe à la place de l'Hetman. C'était une sentence. Non pas pour Mazepa personnellement, mais pour l'État ukrainien tout entier. Le choix de Mazepa. Lorsqu'un allié abandonne délibérément votre peuple sans défense et prépare la destruction de votre État, reste-t-il des obligations envers lui? Mazepa n'eut d'autre choix que de tirer une seule conclusion. Son devoir est envers l'Ukraine, non envers le tyran impérial. Cette conclusion le mena à la décision la plus dramatique, mais aussi la plus glorieuse, de sa vie. Ainsi, Ivan Mazepa se trouva pris dans un véritable labyrinthe historique, dans un étroit couloir entre l'esclavage et la guerre. Son choix ne se résumait pas à choisir entre un bon et un mauvais allié, comme on le présente parfois de manière simpliste, mais entre la destruction certaine de l'Hetmanat par le tsar Pierre le Grand et la périlleuse, mais unique, chance de sauver l'État. Mazepa constata de ses propres yeux comment Moscou transformait peu à peu l'autonomie ukrainienne en colonie, et il comprit. Soit il tentait de se libérer de cet étau, soit l'Ukraine était condamnée à une lente extinction. Union pour la liberté, le dernier espoir de l'Europe. En 1708, alors que les plans du tsar pour la destruction totale de l'État ukrainien étaient devenus manifestes, Mazepa prit une décision historique, désespérée et en même temps froidement réfléchie. Il conclut une alliance avec le roi de Suède, Charles XII. Il ne s'agissait pas d'une trahison du tsar motivée par des griefs personnels, des femmes ou de l'argent, comme la propagande russe l'avait prétendu pendant des siècles. Ce fut l'acte d'un homme d'État qui tenta jusqu'au bout de sauver son peuple. La Suède, qui possédait l'une des armées les plus puissantes d'Europe, était perçue par Mazepa non comme un nouveau maître, mais comme un allié temporaire. Son objectif était on ne peut plus clair. Obtenir des garanties d'indépendance totale et une protection militaire pour l'Ukraine afin de libérer le pays de la dépendance de Moscou et de le remettre sur la voie du développement européen. Quand votre propre tsar vous abandonne sans défense face à vos ennemis et prépare votre anéantissement, avez-vous encore le moindre devoir envers un tel dirigeant? Mazepa choisit le peuple, non un tyran. C'était sa dernière chance, et il la saisit avec audace. La terreur comme châtiment, la tragédie de Baturin. La réaction de Moscou fut immédiate, brutale et démonstrative. Elle révéla le vrai visage de l'amour fraternel impérial. Pierre le Grand ordonna non seulement de punir Mazepa, mais aussi d'exterminer physiquement tous ceux qui pouvaient soutenir son choix. Le commandant Menchikov s'empara de Baturin, la capitale de l'Hetman, par une attaque éclair. Mais ce qui suivit n'avait rien à voir avec la guerre. Ce fut un massacre, délibérément orchestré comme un acte de terreur. Sur ordre de Menchikov, les troupes massacrèrent toute la population de la ville, environ 15 000 personnes. Ils tuèrent tout le monde, femmes, enfants et vieillards. Baturin fut incendié et ses fortifications rasées. Ce n'était pas un coup d'État militaire. C'était un châtiment pour avoir embrasé la liberté. C'était un message adressé à toute l'Ukraine. Si vous vous soulevez contre Moscou, vous serez anéantis. Peut-on qualifier de fraternel un peuple qui massacre sa population civile uniquement à cause du choix politique de son dirigeant? La tragédie de Baturin de 1708 offre un parallèle direct et historiquement documenté avec les crimes de guerre modernes. Ce fut une véritable et sanglante bûche du XVIIIe siècle. Et le monde entier doit le savoir. L'anathème comme arme politique, le théâtre de la propagande impériale. Après la destruction de Baturin, Pierre le Grand frappa à un niveau encore plus profond, celui de la conscience populaire. Il instrumentalisa l'Église à des fins de propagande. L'Église orthodoxe russe, entièrement sous le contrôle du tsar, imposa immédiatement un anathème à Mazepa, une malédiction ecclésiastique. Cette mesure n'avait rien à voir avec les normes canoniques.
Il s'agissait d'un ordre purement politique, déguisé en sentence spirituelle. À Gloukov, le tsar réunit les évêques et mit en scène un spectacle grotesque. Selon des sources contemporaines, des ecclésiastiques portèrent une poupée ou une effigie de Mazeppa, parfois avec une crêpe à la place du visage, et l'injurièrent publiquement, la déchirèrent et la piétinèrent. Ce procédé était censé renforcer l'image d'un traître dans l'esprit du peuple et consolider l'inviolabilité sacrée du pouvoir tsariste. Fait intéressant et important. Aucune autre église orthodoxe indépendante au monde n'a reconnu cet anathème. L'église russe l'a maintenu pendant plus de 3 siècles, jusqu'au début du XXIe siècle. Ceci prouve clairement que, pour l'Empire, la religion n'était pas une voie spirituelle, mais un instrument politique. Faut-il croire à cette malédiction, prononcée non selon les canons, mais sur ordre du tsar, lors d'une représentation publique? Poltava est une défaite militaire, non une défaite historique. Mazeppa a perdu la bataille de Poltava. Mais il n'a pas perdu son idéal. Son projet, une Ukraine indépendante et européenne, a survécu au tsar, aux empires et aux dictatures. Pendant des années, la propagande a tenté de le discréditer, en vain. Et c'est précisément de la force de cet idéal et de sa pertinence à notre époque que nous parlerons dans la conclusion. La bataille de Poltava fut perdue et Ivan Mazeppa dut s'exiler, où il trouva la mort. Mais, mes amis, son idée ne mourut pas. Elle fut reprise et poursuivie. L'idée qui survécut à l'Hetman. 2 ans plus tard, en 1710, le successeur de Mazeppa, Philippe Orlik, rédigea en exil un document remarquable, sa fameuse Constitution. Ce fut l'un des premiers actes constitutionnels de toute l'Europe. Il limitait le pouvoir de l'Hetman, instaurait une représentation élue et, de fait, posait les fondements de la tradition républicaine ukrainienne. C'était la preuve flagrante que les Ukrainiens avaient leur propre conception progressiste et européenne de l'État bien avant de nombreux autres peuples. Question pour le spectateur. À quoi ressemblerait l'Ukraine si ce document avait été appliqué il y a plus de 3 siècles? L'histoire comme arme. Et nous voici arrivés à aujourd'hui. Pourquoi Moscou a-t-elle ressenti le besoin de qualifier Mazeppa de « traître » pendant 3 siècles consécutifs? La réponse est simple, pour justifier son invasion. Déclarer que tout dirigeant, toute personne qui choisit une voie indépendante et européenne pour l'Ukraine devient automatiquement un « ennemi », c'est inadmissible. L'étiquette de « traître » collée à Mazeppa est la même arme impériale utilisée aujourd'hui contre nos dirigeants et contre tout le peuple ukrainien. Le but est unique, nier notre droit à l'autonomie et à une existence indépendante. Mazeppa n'a pas eu peur de s'opposer à l'Empire. Son histoire n'est pas un épisode tragique, mais un symbole de force. C'est la preuve que le désir de liberté ne peut être anéanti ni par un massacre ni par l'anathème. Merci de nous avoir accompagnés sur ce chemin. Maintenant que vous connaissez la vérité, partagez-la. Aimez cette vidéo pour que ce mythe historique soit enfin déconstruit. Abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions continuer à révéler la vérité. Et dites-nous en commentaire, quel aspect de la vie de Mazeppa, son éducation européenne ou le massacre de Baturin vous a le plus marqué?